Aujourd'hui, ce sera un lundi assez particulier, surtout une semaine assez particulière dans laquelle nous allons vous donner un beau petit programme dans quelques instants. Donc, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans Matin Bonheur et c'est un pur bonheur et ce jusqu'à 8 h. Thierry Angeval à ses côtés, vous le savez. Alix, bonjour. Bonjour, bonjour chers téléspectateurs. Et oui, il a dit, hein, ce n'est pas un lundi commun, c'est le lundi, car c'est le dernier lundi de notre saison. Et nous sommes déjà très heureux d'être en votre compagnie. On va tout donner cette semaine pour pouvoir nous inscrire dans vos mémoires. Et après, les émissions de vacances vont prendre le relais. Même pour l'heure, nous sommes en ce lundi là avec un programme très alléchant qui vous sera décortiqué dans quelques instants. Le temps pour nous de sortir pour la couleur du temps. Bien le bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Alors, au cours de cette matinée, les masses d'air humides localisées sur le pays permettront des développements orageux sous l'effet du soleil. Par conséquent, des pluies matinales longeront presque toutes les régions littorales et en allant à l'intérieur des terres, le temps restera simplement nuageux. Pour les températures, le mercure affichera 24 degrés à Bengourou, Abidjan et Dieké, 22 à Bondoukou, 23 à Boaké, 24 degrés à Bouna, 23 à Bundiali, 22 degrés à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa et Guiglo, 22 à Korogo, 21 degrés à Moui, Odiene, 23 à San Pedro et Sassondra, 24 degrés à Soubré, 23 à Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 23 à Touba et 23 à Yamoussoukro. Suite au fort ensoleillement matinal, les cumulus présents dans le ciel continueront leur bourgeonnement pour donner des orages dans les régions nord et ouest au cours de cet après-midi. Le sud forestier et le littoral seront également touchés par des pluies, parfois orageuses, en cours de période. Passons aux variables, nous pourrons observer 32 degrés à Bengourou, 31 à Abidjan et Dieké, 33 à Bondoukou, 32 à Boaké, 34 degrés à Bouna et Bundiali, 33 à Daloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo et Korogo, 32 degrés à Moui, Odiene, 31 à San Pedro et Sassondra, 32 degrés à Soubré, 33 à Tabou et Tiasalé, 34 degrés à Touba, 33 à Yamoussoukro. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que nous sommes toujours en saison des pluies, donc vigilance et prudence. Très bonne demi de semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder Matin Bonheur. Il est 6 h 30 et naturellement, c'est le moment de vous informer. L'Union économique et monétaire ouest africaine, UEMOA, va construire 2 postes de contrôle juxtaposés aux frontières de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso et le Mali. Ces ouvrages qui vont coûter 12 milliards de francs CFA permettront une meilleure facilitation des échanges et une bonne sécurisation des personnes et des biens à ces frontières. À l'Alé-Rabat, une localité frontalière de Burkina Faso, une délégation de l'UEMOA a effectué une visite de terrain. Une visite suivie pour RTI 1 par Ami Sissoko. 12 milliards de francs CFA pour améliorer les échanges commerciaux, la sécurité et l'intégration sous-régionale à travers la construction des postes de contrôle juxtaposés, PCJ, dans les villes frontalières de l'Alé-Rabat avec le Burkina Faso et Zégoua avec le Mali. Un projet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. À l'Alé-Rabat, une délégation de l'Union est venue apprécier l'état d'avancement des travaux du poste de contrôle juxtaposé sur 15 hectares dont le maître d'œuvre est Scanning System. Nous avons commencé depuis plusieurs mois la mise en œuvre. D'ici la fin d'année, en principe, les travaux seront achevés sur ce site des PCJ de l'Alé-Rabat. Et donc, la mise en œuvre de ces PCJ va participer efficacement à la lutte contre la contrebande, contre le trafic illicite. C'est aussi sa vocation parce que les postes de contrôle juxtaposés seront dotés de scanners et de plusieurs outils
équipements de contrôle. Ce poste de contrôle juxtaposé de l'Alé-Rabat permettra de regrouper sur un même site à la frontière toutes les administrations de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en charge du contrôle frontalier, entre autres police, douane, immigration, transit, santé et phytosanitaire. Nous sommes confortés. Nous tentons de régler avec cette infrastructure les goulots d'étranglement, les pertes de temps et les déperditions financières qui sont générées par ce fait. Nous espérons que cette fluidité apportera plus de croissance économique. Le projet de poste de contrôle juxtaposé est un volet du programme de facilitation des transports et du transit routier inter-État de l'UEMOA. À terme, ce sont 11 postes de contrôle juxtaposés qui seront réalisés dans les frontières des 8 États membres de l'UEMOA. Dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021, plus de 14 tonnes de drogue, de médicaments pharmaceutiques non identifiés ont été saisis par la gendarmerie nationale. Il s'agissait surtout de produits de qualité inférieure et falsifiés. On regarde le reportage d'Abou Sanogo. Ces drogues et faux médicaments ont été saisis lors des opérations menées par les éléments de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans la période du 1er juillet 2020 au 26 juin 2021. Et il s'agit de 5 tonnes de cannabis, 8 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, 13 grammes de cocaïne, 95 grammes d'héroïne et 17 tonnes de médicaments utilisés à des fins toxicomanes. Cette importante quantité de drogue a été incinérée, ce dans le cadre de la commémoration de la 34e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Une opération qui s'est déroulée en présence des autorités judiciaires, coutumières, notamment d'Akodo Village, des responsables de la lutte contre la drogue et de la hiérarchie de la gendarmerie nationale. Le docteur Alassane Koulibaly, directeur du CILAD, le comité interministériel de lutte antidrogue et de l'agence ivoirienne de régulation des produits pharmaceutiques a lancé un appel aux populations sur les dangers qui représentent les addictions et les médicaments vendus dans les rues. La santé n'est pas une affaire qui se règle dans la rue. Acheter des médicaments dans la rue, c'est s'exposer à tomber dans des addictions de tout genre et à mettre sa vie et sa santé vraiment en péril. Nous avons regardé des produits et notre travail va consister à remonter un peu la filière. Le trafic de faux médicaments gagne de l'ampleur en Côte d'Ivoire et pourrait se reclasser la vente illicite des stupéfiants. Le secteur pharmaceutique légal enregistre chaque année une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA, dont plus de 5 milliards destinés à l'État, dû à l'existence de marchés de rue des médicaments. Autre chose, à présent, une soixantaine de sous-préfets nommés en mai dernier par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'achever sa formation avant sa prise de fonction. Ces nouveaux administrateurs ont reçu une formation sur la déontologie du corps préfectoral. Ils ont également reçu leur feuille de route avant leur déploiement. On retrouve encore une fois Abou Sanogo. Ils ont désormais une nette lisibilité de leur mission. Ils doivent se conformer à la déontologie du corps préfectoral et améliorer la qualité de leurs écrits et de leur prise de parole. Ces 66 nouveaux sous-préfets viennent d'achever une session de formation qui leur permettra d'optimiser des savoirs agir essentiels pour une meilleure gestion de leur circonscription. Nous promettons de pouvoir mener cette action à terme, d'être au contact, à l'écoute de la population, d'être l'interface de l'État, de l'administration, vis-à-vis de la population et des populations vis-à-vis de l'administration. J'attends qu'ils profitent au maximum de ce qu'ils ont appris. En plus de leur génie personnel, mais les techniques apprises ici qu'ils en profitent au maximum au bénéfice de nos populations qui vont encadrer. Maintenant opérationnels, les nouveaux administrateurs civils ont reçu leurs équipements des mains du représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui les a invités à être intègres. Il a fait connaître à ses administrateurs territoriaux, avant leur prise de fonction, les attentes du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement, valant instructions et feuilles de route. Ce sont des représentants de l'État, du chef de l'État et de l'ensemble des membres du gouvernement. À ce titre-là, ils veillent à l'intérêt de l'État dans sa circonscription. Je leur ai demandé de s'impliquer dans la recherche d'informations, dans le renseignement, afin de pouvoir informer à temps leur hiérarchie.
Parmi ces nouveaux chefs de circonscription administrative, 16 ont reçu une formation qualifiante du cycle supérieur de l'École nationale d'administration, tandis que 50 sont issus du concours d'accès à l'emploi des administrateurs civils, organisé par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Et voilà qui referme cette première tranche d'information. L'info revient justement dans une demi-heure. Merci beaucoup Ablaye Koné pour ce premier point de l'actualité. Il a dit l'info revient donc dans une demi-heure et vous aurez là le Flash Afrique Inter. Pour la suite, dans cette émission, nous allons dérouler notre programme de lundi. Vous êtes donc habitués à ce que nous vous proposons chaque lundi. Belle petite incursion à vos côtés, donc proximité oblige. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut-métier. Ce matin, notre équipe est allée à la rencontre d'Oxens Azigui, à Cocody-Angré, jeune diplômé en ressources humaines et communication. Eh bien, Oxens s'est reconverti en gérant une cabine téléphonique depuis 2015. Après sa formation, eh bien, il compte parmi ses premiers clients du matin un nombre impressionnant de personnes qui achètent bien sûr des recharges, comme on aime bien le faire, uniquement pour avoir la petite monnaie pour le transport, et bien ce qui est pour lui une véritable source de motivation. Laquelle motivation que nous allons apprécier maintenant. Matin Bonheur vous réveille. Je réponds au nom de Oxens Azigui. On va dire jeune entrepreneur. Voilà l'activité que j'exerce. Voilà, il y a une cabine téléphonique que je gère en fait. Donc on va dire depuis l'école, depuis l'obtention de mon BTS, le brevet de technicien supérieur en ressources humaines et communication. Voilà, cela date depuis 2015. Voilà, j'ai décidé d'entreprendre. Voilà, pendant un moment jusqu'à ce qu'on ait gain de cause. Parce qu'il faut dire que je voulais continuer les études, mais les moyens n'étaient pas réunis. Alors là, il ne faut pas baisser les bras. Donc j'ai décidé d'entreprendre. Et c'est en cela que j'ai commencé la cabine téléphonique. Tout doucement, c'est depuis 2015. Donc ça fait pratiquement 6 ans maintenant. Il est 6 h du matin et je suis déjà positionné. Tout est là, tout est fin prêt. J'attends maintenant mes clients pour débuter la journée. Et je pense que cette journée sera bien favorable. Donc à tout un chacun, il ne faut pas baisser les bras. Il faut entreprendre. Voilà, se lever tôt parce qu'on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt. Donc moi je suis là tôt le matin depuis 6 h. J'attends mes clients et j'espère bien que cette journée sera favorable pour moi. Oui, bonjour. Toutes les transferts. D'accord, quel est 1000 francs, 10 000. Ouais, ça peut aller. Votre numéro, monsieur? Oui. 14, 59, 10. Ok. 14, 59, 10. Oui. Combien vous avez dit? 1000 francs pour 10 000. Ok, d'accord, c'est bon. Donc ici, nous sommes au quartier Angré, 22e arrondissement. Donc là, ici, les personnes se lèvent tôt pour aller au boulot. Donc ça veut dire que tôt, il faut être sur pied, tôt, il faut être sur le terrain. Parce que les premières personnes qui sautent ont besoin d'unités pour pouvoir commencer leur journée. Parce que là où elles vont, ce n'est pas évident que ces personnes trouvent des unités. Donc, comme vous pouvez le constater, ce monsieur qui vient de passer, qui est venu effectuer un achat de crédit, et là, il pourra continuer tout le long de la journée. Un instant, mettez. C'est bon. Ok. Bonne journée. Aïe. Donc on attend les prochains clients. C'est la journée, nous sommes tôt le matin et puis bon. On essaie de voir ce que ça va donner.
Alors, comme c'est un peu tôt le matin aussi, voilà, l'ambiance est quand même un peu calme. Ouais, ça va. Et chez toi? Ouais, ça va. 2 jours, hein? Tu as vu, non? Ouais, souvent, c'est les mouvements, on est calé. Quand il y a d'autres mouvements à gérer, là, on va et puis on revient sur le terrain. Ici, c'est la base, quoi. Mais c'est comme le sultan. Le sultan, même là, il est à la maison. Il est à la maison, non? D'accord, il n'y a pas là. C'est qu'il va venir dessus, là. Je suis venu, mais comme il n'est pas encore 9 heures, ouais. je n'ai pas déjà de point. Voilà, c'est pas fou. On va aller prendre un petit café. En esprit, non? Mais est-ce que tu peux faire un petit transfert? Sans faute. Donc, il faut déposer ton numéro, non? Okay. Tu connais? Voilà. Donc, tu fais au moins 10 minutes. Voilà, il y a faux. C'est géré. Voilà, c'est zo. Et si fin. Propre, hein? Ok, ouais, c'est propre. Bonne journée là-bas. Ok. Voilà, c'est un grand travailleur comme ça, matinal aussi, à encourager ce monsieur du côté de Cocody Engré, Oxens Azigui, à qui l'on fait un coucou, hein, et puis aussi à tous ces éventuels clients qui vont arriver dans d'un petit instant. Nous allons marquer une pause, hein, c'est pas pour nous éclipser en tant que tel, c'est juste une invite à vous inciter à faire du sport aujourd'hui dans l'humeur de la journée. C'est les vacances déjà. Et le fitness aussi se met au diapason. Vacances et activités sportives avec la coach Marie-Noël. Jamaica, largeur épaule, dégager la poitrine. Très bien. On va tendre le bras dans le même sens que moi, tenir au niveau du coude. Et là, tirer sur le muscle. Changer de bras. Tendu. Et tirer les muscles. Relâchez les bras au niveau des omoplates. Contractez les abdominaux. Serrez les fessiers, basculez légèrement vers l'arrière. Très bien. Élévation du genou. Relâchez, posez, changez. Bras et jambes. Prêt, tirez. Posez. Relâchez. Amener les jambes à l'état initial. On va monter là avec les épaules. Très bien. Et là, on change. Go. Séparez progressivement les jambes. Très bien. Top, on va avec les 2 épaules. Go, vers le haut. Ouverture, fermeture, poitrine là. 1. Très bien. Relâchez. On va monter là. 1. Levez les bras de part et d'autre du tronc. Cette fois-ci, on descend paume au sol. Là. Prêt, descendre. Coude. Très bien. Encore une fois, go. À mon signal, élévation des talons. 1. Très bien. N'abandonne pas. Signal, genou, fléchi. 1. Très bien.
Se relève progressivement. Très bien. Là, on descend de chaque côté. Très bien. Assembler les jambes progressivement. Là, monter. Relâchez. Descendez, relâchez les doigts. Tirez progressivement. Relâchez. Vacances et activités sportives que vous avez dans Matin Bonheur, et bien dans cette matinale pour vous permettre d'être en jambes et bien commencer la semaine. Alors, Renaud est là, sans plus tarder, c'est la revue de presse. Cette revue de presse qu'on va démarrer selon ses conditions, dans les conditions que lui nous impose depuis un certain moment, mais c'est tellement agréable parce que voilà, on adore sa présence. Bonjour. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Joël. C'est nettement mieux quand c'est consensuel. Je suis d'accord avec vous. Allez, l'opération main propre initiée par le gouvernement va s'intensifier. Oui, c'est ce que lance en manchette le matin, selon le quotidien pro-gouvernemental, après avoir donné la suspension à titre conservatoire de plusieurs responsables de certaines entreprises publiques de leurs fonctions pour des soupçons de malversation. Eh bien, le président de la République a décidé d'étendre cette opération main propre à d'autres structures étatiques. Et à ce sujet, le confrère indique que plusieurs gestionnaires de structures publiques sont dans le viseur du chef de l'État. Parlons maintenant enrôlement et oui, une lenteur dans la production et la distribution des CENI. Pourquoi c'est tant compliqué? Eh bien, le premier responsable de l'ONESI apporte la réponse à toutes ces interrogations dans Fraternité Matin. Le directeur général de l'Office national de l'État civil et de l'identification, M. Sitionin Nyenin Kafana, révèle dans le numéro de ce jour du confrère pourquoi certaines personnes qui se sont fait enrôler depuis plusieurs mois n'ont toujours pas reçu leur CNI, situation qui a entraîné, on se le rappelle, le report de la date limite des anciennes CNI au 31 décembre 2021. Et vous savez, c'est des chansons Allons à Gagnois. Hier fut vraiment bien campé par l'ancien président Laurent Gbagbo qui s'y trouve depuis dimanche. Eh bien, plus précisément, il est à Mama, son village natal. Et avant cette étape, l'ex-chef d'État, selon Fraternité Matin, a fait une escale dans la localité de Blouson pour s'incliner sur la tombe de sa défunte mère, feu Gado Marguerite, décédée pendant qu'il était incarcéré à la Cour pénale internationale. Le journal pro-gouvernemental ajoute que la traversée de certains axes routiers du pays n'a pas été aisée en raison de son cortège qui a été envahi par des populations qui voulaient le voir. Et parlons maintenant culture dans cette revue de presse avec un titre, Ça chauffe pas. José qui a donné un spectacle le week-end dernier au Palais de la Culture. Oui, l'artiste pour cette grande première a réussi son pari devant une salle archi-comble selon l'Infodrome. En croire le confrère, après cette démonstration de force de l'interprète du titre Diplôme qui se fait appeler désormais la diva, eh bien on peut dire sans se tromper qu'elle fait partie des nouvelles étoiles de la musique ivoirienne. Et elle porte bien cette appellation de diva parce que sa voix, on confirme. En sport maintenant, la SEC a remporté le championnat national. Oui, les Mimosas ont remporté le 27e titre de leur histoire le samedi 26 juin 2021 lors de la 6e et dernière journée de la Super Division au stade Robert Champrou de Marcory face au FC San Pedro sur le score de 0 but partout. Pour y parvenir, les Mimos, selon l'AIP, n'avaient besoin que d'un seul point, mission qu'ils ont accomplie avec ce match nul. Et le club du président Roger Ouenien succède ainsi au Racing Club d'Abidjan et représentera la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la Ligue des champions africaine des clubs. Et on continue de parler toujours de football avec l'Euro 2021 où le Portugal est tombé hier. Oui, le tenant du titre a été sorti de la compétition par la Belgique sur le score de 1-0 et la compétition, elle, se poursuit avec deux belles affiches aujourd'hui. Espagne-Croatie à 16h temps universel et France-Suisse à 19h toujours en temps universel. Merci à vous Renaud pour cette cavalcade d'informations papier à nous proposer aujourd'hui pour cette revue de presse en ce dernier lundi. Maintenant, nous passons encore à d'autres infos avec celle qui émane de la rédaction. Vous souhaitons bien sûr une belle journée. Merci.
Et les informations aujourd'hui, nous sommes donc le 28 juin 2021. Le mois va s'éteindre dans quelques jours seulement, mais nous en sommes déjà au 179e jour de l'année. En an calendaire à célébrer, c'est Irénée qui est fêté pour ce 28 juin. Enfin, salut les Irénées. Et oui, enfin, coucou à Irénée Koné qui nous suit depuis la France. Allez, les prénoms du matin aussi nous emmènent à Jérusalem. Si vous avez une fille, vous pouvez l'appeler Ava, qui veut dire discrète. Et si vous avez un garçon, vous pouvez l'appeler Avner, qui veut dire bienveillant. En tout cas, ça ferait la paire d'avoir une Ava discrète et un Avner bienveillant. Ce sont de bonnes valeurs à distiller dans sa famille. Le proverbe va s'inspirer pour cette journée. Le destin souffle sans souffler de gorge. En tout cas, c'est profond et à méditer pour aujourd'hui. Nous vous invitons pas à méditer, mais à suivre ce reportage pour l'éducation. On a des jeunes Ivoiriens comme ça qui initient des groupes d'enseignement aux langues étrangères à d'autres Ivoiriens. Regardons. Yves Cyprien Niaoui, c'est le lauréat du prix national 2012 de l'apprentissage de la langue japonaise. Après un stage et une formation au Japon, l'homme revient au pays pour partager son expérience avec les populations. Il donne ici des cours de japonais au siège de l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire-Japon, situé à Cocody de Plateau Carrefour d'Incan. Une ONG que lui et deux autres jeunes, ayant séjourné au pays du soleil levant, ont mis sur pied. Titulaire d'un diplôme d'enseignant de la langue japonaise obtenu à Osaka au Japon, l'homme est de retour au pays depuis 2018. J'ai été retenu parmi les 40 professeurs de langue japonaise du monde. Donc du retour au pays, il était question que je me mette à la disposition de tous les apprenants de la langue japonaise et leur faire partager les acquis de Tokyo. Le cours du jour porte sur les idéogrammes, la base de l'écriture japonaise. Selon lui, il faudra au moins 150 heures de cours pour apprendre à parler aisément cette langue. C'est un cours d'écriture japonaise qu'on appelle le kanji. Et il faut comprendre que le kanji, c'est les idéogrammes d'origine chinoise. Le japonais n'avait pas d'identité en matière d'écriture. Donc, dans un volume horaire qui peut s'articuler autour de 2 mois et demi, apprendre à parler aisément et écrire aussi. Mais l'écriture japonaise, notamment le kanji, nous pouvons avoir plus de 2000 caractères. Mais pour les apprenants, c'est environ 1000 caractères qu'on va donc leur injecter. Mais cela va se faire de manière progressive. La classe de Cyprien compte ce jour 10 apprenants avec différentes catégories d'âge. Chacun d'eux a une raison d'être présent ici. Aujourd'hui, c'est ma première séance, ma toute première séance. Et déjà, je suis impressionné de voir qu'ils sont vraiment ponctueux, ils sont précis et beaucoup ordonnés. On va dire que c'est compliqué. La grammaire, tout ça, le vocabulaire. Pour le moment, on doit apprendre les mots par cœur pour pouvoir bien faire les phrases et tout. Donc, pour le moment, on a commencé avec ça. En apprenant, ça m'ouvre davantage l'esprit. C'est vraiment, je vois que pourquoi les Japonais sont intelligents, je crois que c'est par leur écriture. Parce que mémoriser tout cela, vraiment, il faut être intelligent. Les cours ont débuté ici depuis environ 3 mois. Ce sont au total 40 apprenants qui visitent 3 jours de la semaine l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire-Japon. Le centre dispose également de 1000 livres repartis dans 2 bibliothèques afin de faciliter l'apprentissage. Aux côtés des livres, il y a aussi des CD, des mangas, tout ce qu'il faudra aux apprenants pour aller plus vite dans l'apprentissage de cette langue. Pour Oswald Akwame, vice-président de cette ONG, tout ce dispositif a un coût qu'il juge négligeable comparé à l'objectif visé. C'est un peu coûteux, mais quand on a l'amour de donner une possibilité de tout le monde de rentrer dans notre univers, je pense que c'est des choses qui se gèrent. Il y a des coûts payants, il y a des coûts qui sont donnés gratuitement le jeudi. Ça, c'est l'ONG qui offre à la population. Et je pense que plus avec la solidarité, l'union, nous ferons beaucoup la force. Autre destination, autre langue d'apprentissage.
Toujours dans la commune de Cocody, cette fois à la 7e tranche, Edwige Cablan et Marina Quadio dispensent des cours d'anglais après un séjour passé hors du pays. Ce matin, elles préparent le cours à donner. Voilà, pour lancer une conversation, donc on va faire cet exercice-là. Elles se font appeler coach en vue de faciliter la communication, disent-elles. La classe est composée d'apprenantes déjà en activité professionnelle. Le cours du jour, c'était comment se présenter en anglais, puisque c'est la base même d'une conversation. Quand on vient de croiser quelqu'un, on va forcément se présenter, parler de soi un peu et tout. Voilà. Ça va, c'est convivial. Je ne faisais pas au début de très bonnes présentations. Maintenant, j'évolue bien, je comprends quand on me parle. Edwige Cablan est l'initiatrice du projet. Elle supervise tout et veille au bon fonctionnement du groupe. Aujourd'hui, même une simple commerçante a besoin de l'anglais. L'anglais dans le monde est la deuxième langue la plus parlée et on ne peut rien faire aujourd'hui sans l'anglais. Tout se déroule bien. On a cette joie-là de savoir que par nous, des personnes arrivent à progresser dans leur carrière professionnelle et même dans leurs affaires, par le simple fait de pouvoir s'exprimer en anglais. Ces jeunes dames s'auto-emploient ainsi et elles entendent contribuer au développement du pays à travers cette initiative. Ça m'a permis personnellement d'avoir des personnes autour de moi avec qui travailler, des personnes qui ont le profil adéquat et qui ont aussi cette compétence-là qu'ils mettent au service des autres. Et ça crée de l'emploi aussi à ces jeunes personnes qui ont ce potentiel-là. Dans une ambiance conviviale, Edwige et ses collaboratrices simplifient l'anglais pour permettre aux apprenants de mieux assimiler la langue. Elles envisagent à créer un centre de référence pour l'apprentissage de cette langue, l'anglais. Quand il fait jour à Abidjan, ces femmes et ces hommes se réveillent avec un seul objectif, c'est de permettre aux Ivoiriens d'avoir du répondant sur le marché de l'emploi à l'échelle internationale. Bonjour à tous et merci de regarder Matin Bonheur. On commence l'actualité internationale avec le Nigeria ou l'ONG Arctide qui vient en aide aux personnes déplacées dans la région de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste dans le pays, s'est vu suspendre ses activités. L'ONG française est soupçonnée d'avoir formé des personnes au tir, selon un communiqué publié samedi par le gouvernement local. Une enquête a été ouverte et le gouverneur de l'État de Borno, Babagana Zuluma, a ordonné la fermeture de l'hôtel qui abrite l'ONG et la suspension des activités humanitaires d'Arctide jusqu'à nouvel ordre. Au moins 15 personnes ont été tuées samedi soir dans une embuscade tendue contre des véhicules dans le centre du Burundi. L'information émane de sources sécuritaires et administratives ainsi que des témoins. L'attaque s'est produite dans la province de Murambia où une embuscade du même type a eu lieu en mai dernier, suscitant une série d'incidents similaires en 2020. Selon des témoignages recueillis sur place, les assaillants, une bande armée non identifiée, ont coupé la route avec de grosses pierres, puis ont tiré indistinctement sur tous les véhicules présents sur place. Hors de l'Afrique, Donald Trump a officiellement lancé samedi la campagne des élections américaines de mi-mandat, en retrouvant dans l'Ohio l'ambiance des meetings qu'il affectionne avec un œil déjà fixé sur 2024. Célèbre pour ses meetings en plein air à l'atmosphère survoltée, le tribun a renoué pour la première fois depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche il y a 5 mois avec tout le code de ses rendez-vous lors d'un discours énergique d'1h30. Sur la mythique plage de Venise, les sans-abri côtoient les touristes. Nous sommes toujours aux États-Unis. Juste avant le début de la pandémie, près de 2000 SDF avaient été recensés dans les rues de la petite ville californienne et leur nombre n'a fait qu'augmenter. La Californie est effectivement la 5e économie mondiale en termes de PIB, mais c'est aussi l'un des États américains les plus touchés par la pauvreté. Elle détient le triste record de la plus forte population de sans-abri dans le pays. Plus de 66 000 d'entre eux se trouvaient dans le seul comté de Los Angeles avant le début de la pandémie, en hausse de près de 13% par rapport à l'année précédente. Concepteur du musée du Guggenheim de Bilbao, enrobé de titane ou du Walt Disney Concert Hall à Los Angeles, Franck Guéry, 92 ans, a enveloppé de 11 000 panneaux d'inox cette tour ceinte à sa base
d'une vaste rotonde en verre, le Dôme. Elle abrite des expositions d'art contemporain, une bibliothèque et des bureaux. De loin, l'édifice torsadé reflète la lumière changeante de cette ville qui inspira le peintre Van Gogh et prend les teintes calcaires du massif des Alpilles. Sa structure rappelle un amas de blocs rocheux qui s'embrase d'oranger au soleil couchant. On écoute quelques réactions. C'est une ville qui connaît la monumentalité architecturale depuis qu'elle a été fondée. Si on regarde la dimension des arènes d'Arles, du théâtre antique, des thermes de Constantin, ou même du cryptoportique qui est sous l'hôtel de ville, par rapport à l'échelle de la ville, c'est monumental en réalité. Donc c'est une poursuite, une continuité de la monumentalité architecturale qui existe déjà dans la ville. Et on termine avec du sport, du football, notamment l'Euro du football. Les Danois ont écœuré le pays de Galles samedi dernier grâce notamment à un doublé de Kasper Dolberg. Ils affronteront en quart la République tchèque, vainqueur des Pays-Bas, sur le score de 2-0. Et puis l'Italie a dû se battre pendant 120 minutes pour éliminer l'Autriche en huitième de finale de l'Euro. Sur le score de 2-1, c'était à Wembley samedi également. La squadra Azzurra a dû attendre la prolongation pour enfin trouver la faille face à un adversaire qui lui aura fait dépenser de l'énergie jusqu'au bout. Roberto Mancini, le sélectionneur, bat ainsi le record d'invincibilité, 31 matchs consécutifs à la tête de la sélection. Un record qui datait de plus de 80 ans et l'ère de Vittorio Pozzo, l'homme qui avait mené l'Italie sur le toit du monde à 2 reprises entre 1935 et 1939. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci d'avoir suivi. On se retrouve demain, Inch'Allah. Et oui, ce sera encore avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis, j'ai failli dire bonne suite de programme sur RTI 1. Non, bonne journée. C'est ça. À vous également. Bonne je vous journée. souhaite un agréable déroulement. Merci beaucoup, merci. Voilà, maintenant nous passons pour notre premier échange avec notre premier invité ici en plateau, avec donc Monsieur Paul Arnaud Ecou. On amorce notre dernière ligne droite pour cette saison en sa compagnie dans sa chronique Inforoute. On va essayer de passer en revue les principales contraventions routières et leurs amendes. C'est un récapitulatif, il faut noter. À tout de suite. Oui, il est avec nous donc, Maître Paul Arnaud Ecou, les principales contraventions routières et leurs amendes. Nous allons juste nous attarder quelques instants sur les règles à retenir. On va aller ensemble, Alix, dans quelques instants. Donc, il a été créé pour l'article 4, donc 3 classes de contraventions qui sont punies. Les contraventions de la première classe d'une amende de 200 à 2000 francs inclusivement. Les contraventions de la deuxième classe d'une amende de 1000 francs à 10 000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de 10 jours au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement. Et pour la suite, les contraventions de la troisième classe d'une amende de 2 000 à 72 000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de 10 jours au moins et 2 mois au plus ou de l'une de ces 2 peines seulement. Et oui, et on a l'article 5 qui suit et qui dit les contraventions, quelle que soit la classe à laquelle elles appartiennent, peuvent donner lieu à la perception d'amendes forfaitaires dont le taux est fixé par décret dans les limites et selon les distinctions définies à l'article précédent, donc l'article 4 qui vient d'être ici énuméré par Thierry. Donc le paiement de l'amende forfaitaire n'est jamais obligatoire pour le contrevenant. Il va nous expliquer pourquoi et c'est sorti des articles 4 et 5 de la loi numéro 63-526 relative aux peines applicables en matière de contravention et aux amendes forfaitaires. Tout est dit ? Très bien dit. Merci. Donc, on range les affaires et on sort. Ah non, Alors, Monsieur Paul Arnaud Ecou. C'est pour vous, je pense. Alors, qu'est-ce qu'une contravention? On a entendu contravention. L'Ivoirien est assis chez lui à la maison. On voit sur nos routes, oui, on a brûlé le feu, on doit donner 2000, il faut payer 22 500, on ne sait plus ce qu'on doit payer. C'est quoi une contravention? En droit pénal, la contravention va être l'infraction, c'est-à-dire le manquement le moins grave. On va distinguer la contravention des crimes. On dit crime, toutes les peines qui vont dépasser 10 ans. Et puis la contravention, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ne dépasse pas 2 mois, avec une amende qui ne dépasse pas 360 000 francs. Et entre les deux, il y a les délits.
Donc, on va dire les peines, les infractions les moins graves, mais on ne va pas dire les moins insignifiantes en tout cas. Et on a parlé notamment, à la lecture des articles, d'amendes forfaitaires. Justement, comment elles se fixent, ces amendes forfaitaires? Les amendes sont fixées par la loi. Il faut distinguer les amendes même de la contravention. Quand vous avez lu, vous avez vu qu'il y avait un intervalle de montant à payer. Ça, c'est au pouvoir du juge d'apprécier par rapport à la gravité, aux circonstances de l'infraction. Mais l'amende forfaitaire va être une somme fixe qui va être fixée, qui est payée lorsque vous vous reconnaissez coupable de l'infraction. Donc, ce n'est pas une simple amende, c'est toute une procédure. Donc, vous arrivez devant l'officier, vous constatez l'infraction, vous n'avez pas de moyen de défense, vous êtes sûr que vous avez commis l'infraction, vous payez cette amende-là qui est fixée, qui est unique. Ça veut dire que vous êtes coupable, il vous donne le PV. Si vous récidivez, vous pouvez aggraver votre situation. Alors, on va encore pousser, aller plus en profondeur de ce que vous êtes en train de nous dire là. Comment fait-on pour savoir l'infraction qu'on a commise? Il y a plusieurs méthodes. La meilleure méthode, c'est de développer sa propre culture juridique. C'est déjà j'apprends, il y a le test là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est en matière pénale et la loi est claire. Il n'y a pas d'infraction si aucun test ne l'a prévu. Donc le policier ne peut pas vous inventer un test tant qu'il ne vous justifie pas que l'infraction qu'il allègue est présente dans un texte de loi. Donc vous pouvez vous-même développer votre propre culture juridique, renseigner. Il y a des guides qui existent, on a mis en place des guides, nous on développe ces éléments-là. Mais la loi impose à l'agent de police de vous renseigner. Il doit vous dire, vous avez commis telle infraction qui est punie de telle amende et telle amende. Est-ce que vous voulez payer la contravention pour l'amende, enfin l'amende forfaitaire, parce qu'elle n'est pas obligatoire. Il doit vous demander si vous voulez payer. Contrairement à ce qui se passe sur le terrain, il vous demande et vous acquiescez. Si vous n'acquiescez pas, on passe à la deuxième procédure. Très bien. Voilà. Et comme on le dit, l'information, c'est le pouvoir. Donc, si on s'informe, on peut se sortir de beaucoup de situations. Justement, les contraventions les plus courantes qu'on remarque sur le terrain, c'est lesquelles? Oui, bon, moi je les classe en deux catégories. Il y a des contraventions que je dirais qu'on commet par voyousie, par manque de civisme routier, parce qu'on sait pertinemment qu'on est en train de commettre une infraction. Griller le feu tout à l'heure, comme il a dit, griller le stop tout à l'heure, il sait qu'il grille le feu. Rouler sur le trottoir, c'est vraiment une contravention qu'on commet par voyousie. Certaines catégories d'automobilistes prennent des prétextes de rentabilité financière de l'activité, ou bien parce qu'on est pressé. Ça, je dis qu'on les commet par voyousie, parce qu'on est pertinemment conscient. Mais il y a la grosse majorité des contraventions, il y a quand même une trentaine de contraventions de 3e classe qu'on commet par mégarde parce qu'on ignore. Les dépassements dangereux sont des contraventions, les mauvais stationnements sont des contraventions, les franchissements des lignes continues et discontinues sont des contraventions, et il y en a à pléthore. Donc, très court, et ça, c'est des contraventions qu'on commet pratiquement tous les jours. Les règles de priorité qu'on ne respecte pas sont des contraventions. Pendant qu'on est en train de vous dépasser, si vous sentez qu'on vous dépasse, vous devez ralentir pour permettre le dépassement et que vous ne ralentissez pas, vous êtes en contravention. Les défauts d'éclairage du véhicule, votre feu est grillé, vous ne l'avez pas remplacé, c'est en contravention. Je veux dire, il y a beaucoup de contraventions. Il faut d'abord, s'exercer à maîtriser la trentaine de contraventions de 3e classe, et puis maintenant le reste, on va essayer de le comprendre. Avec ce que vous êtes en train de dire, on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire sur nos routes, avec ce que nous voyons aussi et nous constatons au quotidien. À quel moment ces contraventions donnent-elles lieu à une mise en fourrière? Oui, la mise en fourrière est le corollaire d'une contravention qui a peut-être duré deux jours consécutifs, on le dira. C'est-à-dire que vous êtes mal stationné, vous n'êtes pas en mesure de déplacer la voiture lorsque le policier vient, il va le mettre en contravention. Mais la plupart des mises en fourrière sont aussi consécutives à des délits. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais des délits. Mais les contraventions des stationnements sont les premières contraventions qui amènent en fourrière. Quand l'agent de police arrive et que vous êtes mal stationné, et il y a plein de cas de mauvais stationnement. Il est interdit de stationner à des carrefours, à des ronds-points, à côté des feux. Il y a plein de situations de stationnement interdits, de stationnement gênants, de stationnement dangereux qui entraînent nécessairement la mise en fourrière. Mais la mise en fourrière n'est admise que lorsque vous n'êtes pas en mesure, vous, automobiliste, de déplacer le véhicule au moment où l'agent constate l'infraction. Si c'est le cas, vous ne faites que payer votre contravention, votre amende forfaitaire ou votre contravention, vous dépassez votre véhicule. Et justement, on peut peut-être insister un peu sur ce point, hein, parce qu'on a tellement de plaintes, notamment quand il y a une panne, on a une structure en la matière qui est comme, franchement, parquée dans des endroits. Dès qu'il y a une panne ou une contravention, elles arrivent. Il y a un délai de rigueur pour pouvoir déplacer soi-même son véhicule ou c'est automatiquement? Le code de la route est clair. On dit que la fourrière peut être interrompue lorsque l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Donc, comme je dis, si au moment où le véhicule dont vous parlez arrive et que vous, votre dépanneur, il arrive, il n'y a plus de fourrière, vous prenez votre voiture, vous partez. Aussi, il arrive que vous êtes là, plutôt que de l'envoyer en fourrière, il devient un dépanneur. Il prend votre voiture dans votre garage. D'accord. Bon, là, il ne va pas accepter puisque là, lui, il est mandaté par la fourrière.
L'objectif, c'est de vous pouvoir le déplacer. Donc, quand vous êtes en panne, vous vous arrangez pour quitter la voie, pour vous placer sur le bas-côté, pour ne pas gêner la circulation. Okay. Malheureusement, il est interdit de stationner sur le trottoir. Donc, même si vous déposez votre voiture sur le trottoir, vous êtes en contravention. Donc, quand il va arriver, il va l'emporter. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de l'enlever, quand il arrive, donc, l'enlèvement commence dès le moment, en fait, la jurisprudence a bien défini, l'enlèvement commence dès le moment où le véhicule a, je vais dire, enclenché le soulèvement de la voiture, les pneus ne sont plus sous le sol, on considère qu'il y a enlèvement, vous ne pouvez plus interrompre la fourrière. Mais avant ça, vous êtes là, vous pouvez déplacer, vous pouvez faire pousser. Si vous avez des gros bras qui peuvent vous pousser jusqu'à ce que vous quittez la zone, vous êtes là. Mais tant qu'il n'est pas encore arrivé, il n'y a pas de fourrière possible. Alors, sur la question d'Alix, c'est le temps. J'ai une panne, j'ai un souci, je déplace la voiture pour ne pas gêner la circulation. J'ai combien de temps à faire là? Je sais que sur l'un des ponts, je ne sais pas lequel, on a, je crois sur le troisième pont, il y a 45 minutes. Ou bien, ah non, en fait, si je comprends bien, il n'y a pas de délai. L'infraction, il est instantané. C'est-à-dire soit vous êtes en mesure de quitter la zone d'interdiction de stationnement dangereux, soit vous êtes en infraction, il n'y a pas de délai. Le délai, c'est le délai peut-être de complaisance, pas tolérance qu'on le fait. Il n'y a pas de délai. Dès que vous êtes en infraction, vous vous débrouillez par vos moyens pour quitter la zone dans les meilleurs délais. Il n'y a pas de temps. C'est par tolérance qu'on le fait le temps que le véhicule arrive, c'est tout. OK. Voilà. Merci, ça nous permet de mieux comprendre. Et en définitive, pour terminer, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour toute cette saison qu'on a partagée avec vous? Parce qu'il faut le mentionner, c'est vraiment le dernier lundi où on va vous retrouver pour cette chronique-là. Peut-être qu'on se reverra vendredi. C'est vrai que cette saison, on a beaucoup plus insisté sur la nécessité de faire des réformes. Vous avez vu que le texte que vous lisez, vous avez lu tout à l'heure, c'est un texte de 1963, alors qu'on est en 2021, il y a eu beaucoup de réformes. Donc, il faut vraiment insister sur la nécessité de faire les mises à jour, l'actualisation. Il faut rappeler aussi la responsabilité de nos autorités administratives en matière de régulation, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de rôle à jouer. Ils ont peut-être essayé de mener des actions par à coup, mais il faut peut-être avoir une position globale de régulation de la circulation routière. Oui, et comme on l'a plusieurs fois dit ici, sur nos routes, il faut une certaine galanterie, il faut être indulgent. Il faut beaucoup de civisme, mais surtout, il faut penser à la sécurité de soi et des autres Merci. La route. Merci infiniment, Monsieur Paul Arnaud Époux, pour toutes ces années à nos côtés. Merci beaucoup. On espère vous revoir la saison prochaine. On va faire l'effort d'y réfléchir. Vous serez là, vous serez là forcément, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire donc, et à inculquer à nos populations. Merci à vous. Merci Alors, beaucoup. la suite de Matin Bonheur, c'est Matin Bonheur vous réveille. Incursion encore auprès de chez vous. Donc, Matin Bonheur se réveille chez vous, à déposer cette fois-ci ses bagages chez Diallo Agassimou, peintre de voitures. Aujourd'hui, à son propre compte, il assure les charges de sa famille grâce à ce métier qu'il a appris sur le tas. Sans plus tarder, eh bien, retrouvons notre équipe qui se trouve dans la commune d'Abobo, voilà, pas trop loin du plateau d'Okui. Enfin, coucou à toutes les personnes qui y vivent. Donc, immersion dans le quotidien de Diallo. Mais dis bien qu'on fait au moins 10 points. Eh, monsieur Zéna, attends, je te parle là, le camion est venu. Pas revenu. Lundi, quand on vient, on fait le travail très rapidement parce que le samedi, on n'a pas pu terminer. Le dimanche, on est resté à la maison parce que c'est week-end. Lundi, il faut qu'on soit là très tôt le matin pour terminer le travail. J'ai fait la peinture personnelle, taxi, tout ce qui vient, les cars, les minibus. Même le camion parfois, c'est de ça que j'ai vu. Ça fait un bon moment. Je suis un peintre. Je peux dire que ça fait presque... depuis 1985, je suis dans le métier. Alors mon petit, même à la peinture, même moi, bon, dépose-moi ça là-bas, je vais finir ça. Puisque je dois peindre le rétroviseur. Est-ce que le monsieur là est là? Il est venu? Je me nomme Diallo Al-Gassim. Voilà. Oui. Non, ça fait presque... Maintenant, presque 30 ans, je suis dans la peinture. Je suis le chef de lieu. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Voilà, au moins, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Voilà, j'ai interdit les enfants de faire les trucs. C'est moi. Ah, d'accord. Les gens, ils veulent penser. Pense pas comme ça.
C'est bien, on s'adresse au patron. Monsieur Dieu, il y a un client qui est venu, il n'est pas assez, il dit d'aller voir. On va faire ça pour lui et puis ça passe. Monsieur Gérard, comment tu vas? Bon, là, il me semble que là, c'est OK. Là, il n'y a rien à dire. Voilà. Là, c'est OK. Ah, bon, j'ai un client encore qui m'attend pour le petit travail. Je vais le faire ça rapidement pour que peut-être je puisse avoir au moins 100 francs. C'est plus que ça, mais on le dit comme ça. 100 francs. Ça, c'est la peinture orange. J'ai un petit retouche à faire. Ça, c'est une nouvelle voiture, Suzuki. Tu fais Yango avec ou bien tu fais compter rien que compter avec? Non, je compte rien que compter. Ah, Dieu merci. Que Allah facilite. Que Dieu facilite le travail. Voilà, on a besoin des gens comme vous, comme ça, bien propres. Quand il y a les petits gratinus, vous venez, ça c'est l'exemple qu'ils donnent. Allez les enfants, si vous faites le travail rapidement là. Chacun, je passe ça. Hein. Mais regardez là, vous n'avez jamais vu un blanc qui fait la peinture, c'est fini? Ok, merci. Bon, bonne journée, ça c'est ton cadeau. Ah, c'est ton cadeau, au revoir. Ouais. Mais dis au moins tes clients de penser à moi. Hein? Dis à tes collègues de penser à moi. Je suis là pour ça, la peinture. Hein? Voilà. Ouais, c'est monsieur Diallo. Voilà, monsieur Diallo. Voilà. Je vais faire ça depuis samedi. Mais pas... On avait oublié. Durcisseur, envoie-moi le durcisseur. Va-moi le durcisseur rapidement. Envoie-moi le durcisseur rapidement. Nabib. Allez-moi là, carrément. Allez-y, va-moi le durcisseur. Attention, attention, monsieur. Va-moi le durcisseur. Non, faut pas. Dépêche-toi. Ça fait cesser la peinture rapidement. On appelle ça du suceur. Amadou, envoyez rapidement. Dépêche-toi, dépêche-toi. On va ça, j'ai fait la dernière couche. Donne-moi ça. Le temps passe. Merci. Là, c'est notre deuxième encore. Oui, mon petit. Comment tu vas? Mon fils. Bon, celui-là, c'est le rétroviseur d'une voiture. On a fait la peinture de la voiture. Et on avait oublié ça dans la voiture, on n'a pas fait la peinture à ça. Donc celui-là, c'est le rétroviseur. Donc normalement, il devait être peint au-dessus de la voiture. Mais finalement, comme ce n'était pas monté, ils m'ont envoyé ça matin là de peindre. Voilà. Donc celui-là, il est fini. Non, je n'ai pas. Nada 2000.
c'est bon. Il va s'étendre là. S'il devient sec, on va remettre au popoter. Bon, maintenant, mon travail est fini. Mon travail est fini. Il me reste à peine la voiture. Voilà, plusieurs métiers comme ça de passion. Nous étions du côté du plateau d'eau cuit, c'est à Bobo, dans la commune de Abobo, avec ce monsieur passionné de son travail, aussi un matinal. Et donc, nous étions avec lui et c'était un réel plaisir. Grand coucou à tous ceux qui se réveillent le matin comme ça pour exercer leur boulot. Maintenant, nous, dans cette émission, vous allez la redécouvrir, hein, si ce n'est déjà fait, avec son doux visage, sa candeur et surtout sa sémillance. C'est Gabriel Zani qui est là pour ce lundi, pour Instant Vérité. On la suit. Alors, merci Alix pour cette belle présentation. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Vous suivez Matin Bonheur, bienvenue dans Instant Vérité. Alors, la Fédération ivoirienne de football n'a pas de président. La raison, au sein de la commission électorale, il y a des divergences sur l'éligibilité des candidats au poste de la présidence de la FIFA. Mais avant cela, des querelles liées au manque de transparence dans la gestion de la FIFA ont éclaté entre les patrons du club et l'ancienne équipe dirigeante. Autant de dissensions qui ont conduit, mesdames et messieurs, à la mise en place en janvier dernier par la FIFA d'un comité de normalisation chargé de revisiter les tests et d'organiser de nouvelles élections. Pourquoi est-il si difficile de trouver une solution à la crise de la Fédération ivoirienne de football? Le comité de normalisation pourra-t-il travailler efficacement? De quelles ressources dispose-t-il? Et enfin, quel pourrait être, mesdames et messieurs, le profil du président de la FIFA? Pour en discuter, nous avons sur le plateau de Instant Vérité Martial Gourou, journaliste sportif au quotidien Le Rassemblement. Il est membre de l'Union nationale de la presse sportive de Côte d'Ivoire. Alors bonjour Martial Gourou. Bonjour Gabriel. Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'actualité l'exige. La SEC est le grand vainqueur de la Ligue 1. Donc, la fin de la Ligue 1, c'était le samedi dernier, avec la victoire, bien évidemment, de la SEC. C'est la 27e victoire de cette formation. Alors, qu'est-ce qui a permis à la SEC de gagner encore une fois de plus? Écoutez, on va appeler un chat un chat. Oui. La SEC gagne ce 27e titre grâce à son organisation. Lorsque les autres clubs étaient en vacances, la SEC, depuis septembre 2020, avait déjà commencé la préparation de sa saison. Et par la suite, les dirigeants ont dit que cette saison, cette année, ils devaient récupérer le titre qu'ils avaient perdu depuis 2018. Donc, ils y ont mis les moyens. Un bon recrutement. Et puis, en dehors de cela, c'est que le président, le PCA de la SEC a mis les moyens pour mettre ses joueurs dans de bonnes conditions. Voilà, on va dire les choses vraiment très, très franchement. Quand vous dites le président de la SEC, enfin, je ne sais pas, il a mis les moyens, voilà. Il s'agit de quels moyens exactement? Vous savez, au football, lorsqu'il n'y a pas de moyens financiers, on ne peut pas avoir de bons résultats. Il faut des moyens pour recruter des joueurs expérimentés, des joueurs de qualité. Il faut aussi des moyens pour mettre les joueurs dans des conditions, les mises au vert dans de bonnes conditions. Donc, l'un mis dans l'autre, cela a contribué au succès de la SEC. Est-ce que c'est forcément les moyens financiers, c'est l'argent qui fait le professionnalisme des joueurs d'un club? Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut rien faire sans argent. Lorsque vous payez conséquemment vos joueurs, naturellement, lorsqu'ils ont des primes de match, ils savent qu'ils vont mettre le pied. Mais en même temps, je vous arrête. Est-ce qu'il y a des clubs, il y a des clubs qui mettent autant d'argent, mais qui n'ont pas gagné? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est l'organisation. C'est qu'en dehors de l'argent, l'aspect financier, il faut quand même une certaine organisation autour de l'effectif, autour de l'équipe. Donc, c'est ce qui permet aux joueurs de travailler dans de bonnes conditions et d'avoir de bons résultats. Alors, on va aborder un sujet dont les Ivoiriens en parlent de façon très récurrente. Aujourd'hui, on constate que le football a perdu son rayonnement d'antan. Alors, qu'est-ce qui est en train de tuer à petit feu, je peux m'exprimer ici, le football en Côte d'Ivoire, selon votre avis? Bon, je pense que la première plaie, c'est le fait que
les effectifs ne restent pas longtemps en place. Dès qu'on découvre un talent, il est aussitôt parti vers l'extérieur, à l'étranger. Et là, ça fait que les équipes n'ont pas le temps de travailler, de constituer un bon collectif. Et donc, naturellement, les résultats ne peuvent pas suivre. Je vous donne un exemple. Par le passé, dans les années 90, lorsqu'un joueur signe dans un club, il a un minimum de 3 ans pour rester dans ce club-là. Aujourd'hui, cela n'est plus permis. La FIFA a ouvert, lorsque quelqu'un dit qu'il veut aller quelque part, la voie est ouverte. Oui, mais est-ce que ça, c'est mauvais quand même? C'est pour l'évolution du joueur. Voilà, c'est pour lui, c'est une évolution personnelle. Mais est-ce que ça peut empiéter, je vais dire, sur le rayonnement du football ivoirien? Oui, mais vous savez, le football est pratiqué par des footballeurs. Lorsque la qualité, les meilleurs partent à l'étranger, naturellement, vous verrez qu'il aura un impact sur le rendement de nos équipes. Et donc, c'est ce qui se passe. Mais en dehors de cela, il faut compter aussi l'aspect financier. Parce que, on revient là-dessus. Oui, on revient là-dessus. Parce que si les dirigeants des clubs n'ont pas d'ambition, n'ont pas les moyens, comptent seulement sur la subvention ou les droits télé pour tenir une équipe, je pense que... C'est trop fort quand vous dites que les patrons de clubs n'ont pas d'ambition. Si, il y a certains qui participent aux compétitions pour y être. Par contre, il y a d'autres comme la SEC, la FAD, la SOA, qui ont d'autres ambitions, qui veulent gagner des titres. Donc, c'est ce qui fait la différence. Pendant que d'autres montent des pancartes pour dire qu'ils ont fait, les autres sont pris. Ils travaillent dans un environnement, ils ont les moyens, les résultats suivent. Et à la fin, ce que vous dites, alors, au constat, selon les Ivoiriens, au constat, les stades sont vides, les problèmes de personnes, voilà, les problèmes de personnes minent le championnat qui n'intéresse plus vraiment les amateurs de football. Alors, quel est le véritable problème du football ivoirien, s'il vous plaît? Gabriel Zadi, vous savez, lorsque vous payez un ticket pour aller dans un stade de football, c'est d'abord le spectacle que vous recherchez. Donc, si vous êtes en face de footballeurs qui n'ont pas un talent qui peut vous permettre d'aller assister à un match de football, vous n'irez pas dans ces stades-là. Oui, ce que les Ivoiriens disent, la plupart des Ivoiriens disent que c'est parce qu'il y a un problème à la tête de la FIFA qu'aujourd'hui, entre les patrons des clubs et l'équipe dirigeante, il n'y a pas de président de la FIFA. Voilà un peu tout ça qui... Non, je ne crois pas. Vous savez... Qu'est-ce que c'est exactement? Non, vous savez, oui. Lorsque on est supporter d'un club, très souvent par tradition, très souvent même par naissance. Je ne supporte pas l'Africain, mais le stade, mais la SEC, parce qu'il y a un président des clubs qui me plaît, ou bien son visage me repousse. Je vais parce que culturellement, je soutiens ce club-là. Mais avant, il y avait cette culture du sport en Côte d'Ivoire, enfin du football en Côte d'Ivoire. Voilà, avant, il y avait cette culture. Mais pourquoi c'est parti? C'est la question. Mais on revient à la case départ, je disais. Vous dites que non, que ce n'est pas parce qu'il y a un problème à la tête de la FIFA, ou c'est pas parce qu'il y a un problème encore, je vais dire, dans les instances dirigeantes. Non, c'est parce que tout simplement, les joueurs s'en vont. Je dis que c'est légitime que les joueurs partent. Tout à fait. Mais le problème là, la FIFA, la fédération est l'émanation des clubs. C'est les clubs qui désignent un responsable qui peut diriger l'association. Donc s'il y a un problème entre les clubs et le président de la FIFA, ça ne peut pas impacter sur la présence des supporters dans les stades. Lorsqu'il y avait cette génération des éléphants, cette génération dorée, avec Didier Drogba, Aruna Dendan, Kalou Bonaventure, mais naturellement, avec cette qualité de joueurs-là, les supporters se déplaçaient. Mais c'est parce que ces joueurs-là sont allés à l'étranger pour se former qu'il y a eu cette qualité de jeu. Non, ce n'est pas forcément. Vous savez, dans les années 80... Alors, on va avancer. Alors, finalement, la FIFA, la Fédération ivoirienne de football, a un comité de normalisation à sa tête depuis janvier 2021. Le temps de la gestion des affaires courantes, du toilettage des textes. Alors, je respecte ce qu'ils ont écrit et de la tenue de nouvelles élections pour que la FIFA ait un président. Alors, comment avez-vous accueilli, vous, professionnels du domaine, comment avez-vous accueilli la mise en place de ce comité de normalisation? Bon, c'est selon. En tant qu'observateur du football ivoirien, je pense que les conditions n'étaient pas réunies pour mettre la Fédération ivoirienne de football sous normalisation. Je m'explique. Vous savez, pour qu'on puisse mettre une fédération sous normalisation, il faudrait bien qu'au niveau de l'instance
qu'il y aurait un blocage qui empêche la fédération de fonctionner. Ce n'était pas le cas. Mais au la niveau de la situation-là empêchait la fédération de fonctionner. Non, il y a eu un problème oui. au niveau de la commission électorale. Et les tests de la fédération ont des solutions pour trouver ce problème de blocage au niveau de la commission électorale. Donc la FIFA a mal fait de mettre la FIFA sous tutelle? Tout à fait. Selon moi, la FIFA a mal fait parce que, c'est vrai, elle profite de quelques faiblesses de nos tests. Parce que, d'abord, l'article 8, la FIFA dit qu'elle peut intervenir à tout moment au sein de ses fédérations membres. OK. Au niveau aussi du code électoral de la Fédération ivoirienne de football, il est écrit quelque part que la FIFA peut intervenir à tout moment au niveau du processus électoral. Donc elle a profité de cette faiblesse, mais en réalité... Non, vous ne pouvez pas accuser la FIFA. Peut-être que tout simplement, ce sont les acteurs même qui ont fait appel à la FIFA, puisque le problème était vraiment stagnant. Un des acteurs, pas les acteurs. Il y a un des acteurs qui s'est senti lésé et qui a saisi la FIFA. Mais au sein de la commission, lorsque votre candidature est rejetée, vous pouvez saisir la commission recours. Et ce candidat-là avait saisi la commission recours, qui n'a même pas encore siégé, lorsque la FIFA a décidé de... Vous voulez dire quoi, que la FIFA a fait la part belle à ce candidat-là? Tout à fait. Non, s'il vous plaît, monsieur Marcel Gourou, alors le football ivoirien, en dehors de ce problème-là, vit ces dernières années une crise récurrente qui ne finit pas. Bon, la crise dont vous voulez certainement parler du groupe du GX. Oui, du GX. Mais vous savez que dans les tests de la fédération, lorsque des membres actifs ne sont pas d'accord avec la gestion qui a lieu, il faut que ces membres-là, 50% de ces membres actifs, plus un, demandent à la fédération de convoquer une assemblée générale. Oui. Ça n'a pas été fait. Oui, mais on est rentré dans une opposition systématique. Le GX n'a pas atteint le quorum. Oui, tout à fait. Pour appeler à une assemblée générale extraordinaire. Mais c'est ce que les tests demandent. Mais oui. Lorsqu'il y a des tests qui sont prévus, on ne fait pas de l'opposition. Il faut la résoudre. On ne peut pas rester comme ça. Quel était le problème? Lorsque le GX se lève pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance du comité exécutif qui était là, mais c'est à l'Assemblée générale qu'on peut résoudre ce problème. On ne fait pas de l'opposition systématique. Mais s'il n'y a pas d'Assemblée générale, on fait comment? Mais c'est ce que j'ai dit, que les tests prévoient qu'il faut remplir un quorum, 50 plus 1, qui convoque. Lorsque vous demandez à la fédération de convoquer une Assemblée générale, lorsque la fédération ne le fait pas, la FIFA demande à la fédération d'activer et de convoquer cette Assemblée générale. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, selon vous. Alors, Didier Drogba, Sori Diabaté, Idriss Diallo et bien d'autres candidats étaient en liste pour la présidence de la FIFA. Alors, dites-nous, que s'est-il réellement passé pour que les élections n'aient pas lieu? C'est assez simple. Parmi les 3 candidats, il y a un, selon les membres de la commission, qui ne remplissait pas les conditions de parrainage. Parce que pour être candidat, pour voir sa candidature validée, il faut avoir au moins 8 parrainages. Mais Didier Drogba n'avait pas rempli les 8 parrainages, et voilà ce qui a fait que sa candidature a été rejetée. Alors, on va y revenir, mais selon des Ivoiriens, comme bon nombre d'Ivoiriens, pensent que la politique, malheureusement, s'est évitée sur le terrain de jeu. Est-ce que c'est votre avis? Bon, non, je ne partage pas tellement cet avis. C'est vrai qu'il y a eu quelques tergiversations. On a entendu dire qu'au nom de la cohésion sociale, que même si Didier ne remplissait pas les conditions, il fallait calmer l'atmosphère en Côte d'Ivoire parce qu'il a beaucoup de soutien. Oui. Mais je ne pense pas que ça soit non, pas parce qu'il a beaucoup de soutien, monsieur. S'il vous plaît, on va parler d'un sujet assez important. Vous, monsieur Marcel Gourou, vous êtes de ceux qui lèvent très souvent le talon contre Didier Drogba, l'un des candidats à la présidence de la FIFA. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes avec Sori Diabaté? Non. Mais non. Dites-nous. Non, ce n'est pas la raison. Vous êtes avec Sori Diabaté, mais dites-nous sur ce plateau, est-ce que vous êtes avec Sori Diabaté? Mais bien sûr, je soutiens les actions de Sori parce que je pense qu'il a le profil idéal pour être le prochain président de la fédération. Mais attendez, donc vous avez pour mission de saboter ou encore de saper l'image de Didier Drogba? Je vais vous faire une anecdote. Lorsque Didier Drogba a gagné... Répondez à la question. Est-ce que vous avez reçu la mission de saper l'image de Didier Drogba? Non, pas du tout. C'est pourquoi je voulais dire une chose. Je dis que lorsque Didier Drogba a gagné la Ligue des Champions en 2012, j'avoue que j'ai dansé toute la nuit et je suis rentré jusqu'au petit matin. C'est pour dire que le footballeur Didier Drogba, nous l'aimons tous. Oui. La seule chose que je critique, c'est les actions du candidat Didier Drogba. C'est tout. Sinon, je n'ai rien contre la personne de Didier Drogba. Quelles sont ces actions que Ces actions, je dis qu'il a snobé les dirigeants des clubs.
lorsqu'on est candidat à la présidence d'une association, on va vers les dirigeants des clubs. On ne les convoque pas dans un hôtel de la place. Je pense que c'est manquer de respect aux dirigeants des clubs. Non, mais s'il vous plaît, on va se calmer. Il n'a pas fait ainsi. Même s'il a fait, il a dû avoir ses raisons. Donc, vous ne pouvez pas, à partir de cela, je ne sais pas, chaque fois... Mais ce n'est pas la seule chose. Le programme qu'il propose, on nous parle de renaissance. Mais vous tenez la renaissance, c'est quoi? Non, je critique les actions du candidat. Ce n'est pas des commentaires désobligeants. Non, ce n'est pas fort. Il faut appeler un chat un chat. S'il vous plaît, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Alors, que doit faire Didier Drogba, selon vous? Allons-y. Je pense que ce qu'il aurait pu faire, lorsque vous voulez venir diriger une association, vous essayez de démarcher les différents acteurs de cette fédération-là. Et ensuite, vous leur parlez de votre projet. Par la suite, vous pouvez les convoquer pour dire « Je vous avais dit quelque chose, je suis maintenant présent. » Nous allons en discuter. Mais ce n'est pas cette démarche qu'il a eue. Alors, pensez-vous, on revient au comité de normalisation, pensez-vous que le comité de normalisation a vraiment les moyens d'atteindre sa mission qui lui a été confiée? Elle a été installée à partir d'une crise qui a eu lieu au sein de la commission électorale. Et dans sa feuille de route, il a indiqué clairement qu'on doit toiletter partiellement les tests, les statuts de la Fédération ivoirienne. Moi, je n'ai pas vu partiellement. Moi, j'ai vu les tests, ils doivent toiletter les tests de la Fédération ivoirienne. Relisez la décision, si c'est inscrit là-dedans, partiellement. Donc, ce qui veut dire quoi? C'est que la mission s'inscrit dans un temps et pour certaines actions. Si le comité de normalisation reste dans la feuille de route qui lui a été donnée, je pense qu'elle réussira sa mission. Mais si elle déborde, elle va en dehors de sa mission, je pense qu'il va se poser des problèmes. Ah bon. Alors, de quoi dispose le comité de normalisation pour mener à bien sa mission? Oui, mais naturellement, les membres du comité de normalisation ont été installés par la FIFA. Ils sont tous payés par la FIFA. Donc, la FIFA les accompagne dans leur mission. Donc, je pense qu'ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir les missions. Alors, fin de Instant Vérité pour ce lundi. Martial Gourou, vous êtes journaliste sportif au quotidien Le Rassemblement. Merci d'être venu apporter ces éclairages. On espère que la FIFA aura bientôt un président. Alors, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de Instant Vérité. C'est la dernière émission pour cette saison. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Et on se retrouve la saison prochaine. Mais là, tout de suite, Matin Bonheur continue. Il est journaliste sportif, il était l'invité de Gabriel Zani, M. Gourou Martial. Donc c'était dans Instant Vérité, vous l'avez entendu, Instant Vérité, dernier numéro pour cette saison 5. Et on aura certainement grand plaisir à retrouver Zani Gabriel pour la saison prochaine. Pour ce dernier virage de cette émission, c'est bien sûr investissement. Et cette dernière va se passer en compagnie de Madame Thérèse Amichia, experte en investissement. Elle travaille aussi à la banque. Avec elle, on parlera de la banque et de l'expérience client. On aurait pu faire cette émission avec que les téléspectateurs qui donneraient leur témoignage, mais on va se faire fort de les représenter ici. Bonjour Madame Amichia et bienvenue sur le plateau. Bonjour Madame, bonjour Monsieur. Bonjour et bienvenue. Alors, on parle de la banque et de l'expérience client. Quels sont les enjeux actuels et bien sûr de la relation banque-client? D'accord, merci de m'avoir donné l'opportunité d'être sur ce plateau. Je voudrais d'abord présenter ce que c'est que la banque, pour qu'on soit dans le même tempo. Donc la banque, c'est un intermédiaire financier, une entreprise qui fait profession habituelle de collecter des dépôts, d'octroyer des crédits et d'effectuer des opérations bancaires. Voilà. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons 29 établissements bancaires pour un taux de bancarisation de 7%. C'est vrai que ce taux est minime, mais nous devons continuer à faire l'éducation financière pour que la banque soit vue d'un œil très professionnel au niveau des clients. OK. En tout cas, c'est très important ce que vous dites. Et de votre intervention, tout de suite, vous avez parlé de l'image, que la banque ait une belle image. On parle aujourd'hui de relation client. Quel est le postulat que vous pouvez faire entre la relation banque-client? Vous savez, la banque vit grâce aux clients. Donc, pour la banque, le client est roi. Vraiment? Tout à fait, le client est vraiment? Roi. Tout à fait. Le client est roi et la satisfaction du client est la
priorité de la banque. Voilà. Donc, pour le client, lui, ses besoins, c'est de satisfaire ses besoins au niveau d'investissement, au niveau des opérations bancaires. Et la banque se doit donner des réponses dans un délai très court. Ah oui, tout ça, c'est dans le meilleur des mondes, Madame Amicha. Et dans la réalité, parce qu'on est usager aussi, comme on l'a dit, hein, cette émission, elle aurait pu se faire même avec des questions posées par nos téléspectateurs, eux aussi usagers. Bon, on les représente. Ce n'est pas forcément la réalité de ce qu'on vit quand on arrive dans la banque. C'est un peu long. Des fois, même pour rencontrer son propre gestionnaire, ça relève de l'ésotérisme, hein. On se demande même qui gère mon compte finalement. Il y a cette lenteur dans le traitement de certains dossiers, même pour juste traiter juste un chèque. Voilà. Ça va être la croix et la bannière. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il y ait une éducation financière. Parce que la banque a des exigences. La banque répond à des critères au niveau de la BCAO et au niveau du monde international. Donc, pour le client doit avoir des exigences de conformité. C'est-à-dire que toute documentation doit être selon les critères de la banque. Par exemple, pour ouvrir un compte, on va demander au client des documents sur son identité, des documents sur ses prochaines activités. Voilà, parce que vous avez touché un mot. Vous avez dit que parfois, on demande aux clients beaucoup d'informations. C'est important parce que nous sommes garants de ces transactions aussi. Donc, un client, par exemple, qui fait une transaction inhabituelle doit pouvoir prouver la source de ses revenus. Même s'il a saisi une opportunité aussi inopinée? Oui, il n'a qu'à dire à la banque que lorsque je vais ouvrir le compte, par exemple, je vais avoir des transactions inopinées de certains montants. Et comme ça, la banque est déjà informée. Et s'il a des opportunités, c'est une relation gagnant-gagnant et c'est une relation d'information. On va peut-être rester sur ce que vous êtes en train de dire parce que c'est très, très, très important. On va vraiment rester sur le même sujet pour encore plus approfondir. Pourquoi la banque, aujourd'hui, devrait-elle créer cette haute qualité de service entre elle, bien sûr, la banque et le client? C'est ça, parce que la banque, c'est un acteur économique important. Parce que lorsque le client vient faire des opérations dans la banque, ça participe au développement du pays, au développement économique. Donc, le client, c'est la satisfaction de la banque. Donc, le client doit satisfaire des exigences, comme je dis, et la banque aussi doit accueillir le client dans toutes ses opérations. Voilà. Donc, normalement, le client doit être bien traité. Voilà. Parce que, comme je dis, le client est roi, donc le traitement est vraiment important. Oui, le client est roi, donc le traitement doit être à la mesure du positionnement qu'on donne au client. Vous nous répétez à foison. Et ce qui me plaît, c'est que vous avez utilisé le mot « normalement ». Disons-nous les choses. Il y a des choses à corriger, ce n'est pas le cas. Donc, comment faire véritablement pour améliorer l'expérience client et vis-à-vis de la banque? Parce que véritablement, il y a des choses à faire. Tout à fait. C'est pour ça que les dirigeants des banques font beaucoup de formations au niveau des agents. C'est-à-dire que l'agent est formé à l'accueil clientèle, à la documentation, à tout ce qui est opération bancaire. Et l'agent doit communiquer avec le client. C'est vrai qu'il ne doit pas se braquer vis-à-vis du client. Le client est en position de ne pas connaître les rouages de la banque. Donc, tout à fait. Et c'est le banquier qui doit informer. Donc, je pense qu'il y a un déficit d'information. Et c'est vrai aussi que la banque aussi doit jouer son rôle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plaintes, c'est vrai, par rapport à l'accueil. Mais je crois que chacun fait son mea culpa et les banques sont en train de changer. Et surtout qu'il y a de nouveaux acteurs qui sont sur le marché. Donc la banque, maintenant, va beaucoup vers le client, faire beaucoup d'éducation financière pour que ce fossé-là soit de plus en plus réduit. Voilà, c'est ça. Je sais que vous allez dire aujourd'hui que ces deux présentateurs vont régler leurs comptes avec la banque, mais on s'en tient à ce que nous voyons. On s'en tient aux situations, aux situations auxquelles nous assistons dans les banques. Souvent, on a le sentiment que la banque fait ce qu'elle veut un peu de notre argent. Il y a dans des agences, souvent on voit des scandales où il y a des personnes qui se plaignent pour dire « je veux mon argent, j'ai besoin de mon argent et tout ». Et pourtant, il y a un cheminement, il y a un process qui est mis en place et tout. Est-ce que ce manque d'information n'en est pas cette grosse conséquence-là aujourd'hui? Est-ce que les banques aujourd'hui communiquent suffisamment?
C'est vrai, je l'avoue que la banque est un peu fermée dans son schéma, mais de plus en plus, la banque a beaucoup de forums, beaucoup d'expositions. La banque essaie de pouvoir faire cette éducation financière. Mais je crois que nous devons tous, et cette émission aussi elle vient à propos, à contribuer à cette éducation financière, à aussi la banque de pouvoir accueillir le client dans tous ses process. Oui. Voilà, c'est vrai. Vous êtes une stratège, madame. Tout à fait, tout à fait. Et bon, on va exercer notre échange par cas pratique. Et c'est sûr qu'on l'a déjà vécu. Quand on a un week-end et on se rend à son guichet de sa banque et on n'a rien à l'intérieur, quel est le recours déjà même de l'usager qui se retrouve face à une situation désagréable parce qu'il a besoin de son argent pour effectuer ses besoins et la banque, il n'y a rien. Qu'est-ce qui explique justement cela? Quand on sait un peu, évidemment, les différentes transactions qui sont faites, pourquoi ce n'est pas fourni? Il n'y a pas un service, peut-être même 24 heures pour recharger et tout? Parce que c'est aussi ça. Hein. Nous, à la télé, on ne dort pas. Hein. On est là tout le temps parce qu'on a des usagers à satisfaire. C'est ça. Bon, vous savez, c'est pour ça que la banque aussi, on a prévu l'interbancarité. C'est-à-dire que votre carte bancaire, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle banque. À jamais, je vais au marché Gourou, je vais acheter mes clos, escargots et tout ça. Ma carte bancaire, elle me sert à quoi là-bas à jamais, concrètement? Bon, et je n'ai pas d'argent au guichet qui me dit plus de solde et voilà. Bon, il faut anticiper. C'est vrai que, le guichet aussi... C'est son propre argent. Non, le guichet a une enveloppe. Donc, lorsqu'il y a eu beaucoup d'utilisation du guichet, il peut arriver que le guichet n'ait plus d'argent. Mais comme je dis, Agamé n'est pas loin. Vous avez au moins 10 banques au niveau d'Agamé. Donc, votre carte bancaire peut vous servir à retirer de l'argent tout de suite. Il y a des guichets des fois, c'est ça, tout le circuit qui est plat. Il y a des guichets vendredi qui marchent. Tu rentres à la maison comme un prisonnier, tu n'as rien. Non, il y a des banques aussi qui font des efforts pour ouvrir les samedis. Voilà, donc c'est une agence qui ouvre samedi. Donc vous avez l'information. Hein. Voilà. Alors, on va quitter les GAB. Hein? on va entrer dans la banque. Hein? Vous allez peut-être nous donner des astuces et des conseils et nous dire comment nous-mêmes, usagers, on pourrait se comporter. Par exemple, j'arrive dans une banque et puis il y a cette relation-là qui pourrait briser, bien sûr, cette bonne relation entre la banque et moi, notamment un mauvais accueil. On assiste souvent à un mauvais accueil. On ne veut pas lancer. Il y a de la condescendance même dedans. Hein. Souvent, il y a de la condescendance, voilà. On ne sait pas trop pourquoi. Pourtant, mine de rien, c'est notre argent qui fait tourner la boîte. Hein. Voilà, si j'arrive avec ce mauvais accueil, comment est-ce que je fais? Moi, en tant qu'usager, je me comporte comment? C'est un scandale? Non, surtout pas. Je crois que vous avez beaucoup de recours. Hein. Déjà, il y a le recours, vous êtes à la caisse. Vous avez un mauvais accueil de l'agent de guichet, par exemple. Oui. Vous avez un recours qui est le chargé clientèle ou le chef d'agence qui va déjà prendre en main votre préoccupation et puis vous satisfaire. Et après, elle va pouvoir corriger le tir avec cette personne qui s'est mal comportée. Vous savez, le mauvais comportement, il est partout. Il n'est pas seulement à la banque. C'est-à-dire que c'est un élément, mais on ne va pas jeter la pierre à tous les banquiers. Donc, il peut arriver que vous avez subi ce mauvais accueil, mais déjà, vous avez un recours. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les gens se plaignent, mais n'aiment pas écrire. Parce que parfois, ils se disent, non, ce n'est pas moi qui vais gâter le travail de cette personne. Mais il faut écrire. C'est important parce que le chef d'entreprise, il n'est pas partout. La banque, c'est une entreprise. Il n'est pas au guichet. Donc, lorsque vous n'écrivez pas, vous ne permettez pas aussi à cet agent-là d'être extirpé de ce mauvais comportement. Il y a des boîtes à suggestions et tout. Tout à fait, il y a des boîtes à suggestions. Le traitement de ces boîtes à suggestions, là, parce que si on retrouve encore ces comportements-là, encore et encore, depuis des lustres, je veux dire que nous, on a été un peu plus jeunes, nos parents ont eu une expérience avec la banque qui encore continue sous nous. Dans notre fonctionnement, c'est clair que finalement, on se demande, mais est-ce que le traitement est fait et est-ce que c'est assimilé par les personnes qui rendent le service aux usagers? On ne va pas le refaire 1000 fois, quoi. Je veux dire. Non, tu vois bien, comme j'ai dit, écrivez, vous avez des outils, vous avez des réclamations en ligne, vous avez des informations que vous pouvez écrire pour que le manager soit informé de ce qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est que, comme on n'écrit pas,
l'agent est interpellé, mais il n'y a pas de confrontation entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve palpable, sauf si c'est dans le cas où le client, par exemple, fait un scandale, tout de suite, il est pris en charge. On l'extirpe même. Voilà, c'est ça. Et l'agent... devient VIP tout de suite. Il faut avoir le sang chaud. Et l'agent aussi, il est sanctionné pour ce mauvais comportement. Et comme je dis, l'accueil, c'est vraiment important. C'est primordial. Vraiment, alors, on reste sur l'accueil, donc. Nous entrons dans une agence, dans une banque. Comment est-ce que l'agent de banque doit se comporter? L'agent de banque, déjà, doit donner son nom. Okay. Bonjour. Si elle connaît le nom du client, votre nom? Monsieur Thierry Angeval. Voilà, Thierry. Ouais. Voilà. Bonjour Thierry. Bonjour. Voilà, bienvenue à ma banque. Que puis-je faire pour mon opération? Je veux 2 millions. 2 millions. D'accord, donc remplissez votre chèque. C'est rempli. Remplissez votre chèque et je bien traiter votre opération. Oui. Et après, dit merci monsieur pour avoir choisi notre banque. Voilà. Donc vraiment, ce sont des comportements. Il y a toutes ces manières-là. Voilà, toute cette manière-là qu'on n'a pas dit ça. Il y a toute cette manière-là qu'on inculque aux agents de guichet, aux chargés clientèle, à tout employé de la banque pour pouvoir élever ce niveau d'accueil. Voilà, c'est ça. Et c'est très important parce que les majeures plaintes se situent au niveau de l'accueil. Et selon que, on a parlé de positionnement, on a dit que le client est roi, mais des fois aussi en fonction du profil, on a un comportement. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais en banque, quand le moine il est habillé, on le reconnaît. Est-ce que c'est normal? Il y a de la discrimination aussi des fois. Non, ce n'est pas normal parce que tout client participe quand même à la vie de la banque. Donc, qu'il soit VIP, qu'il soit un client ordinaire, le plus souvent, ce sont ces clients ordinaires même qui font la banque. Exactement. Parce que ce sont eux qui épargnent beaucoup. Voilà. Ils ont beaucoup de cash et ils laissent le cash à la banque pour que la banque puisse transformer en opération de crédit. Donc, tout qui est important. Les banques ont pris la mesure de cette situation et puis font des formations et on élève aussi le niveau des agents de guichet en leur faisant beaucoup de formations. Vous savez, pour arriver à la banque, c'est tout élément, tout BTS de toute nature peut venir à la banque. Parce que la banque, c'est un mini-métier. Donc, ça fait qu'au niveau, c'est toute une transformation, un changement de mentalité. Et puis, la banque aussi est un peu l'effet de la mentalité aussi, au niveau de la société aussi. OK. Alors, c'est vrai qu'on parle de la banque et tout. On se déplace, on peut aller au guichet, on peut aller dans une quelconque banque. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il y a cette avancée-là, même au niveau de la banque aussi. On parle de e-bank et tout. Quels sont les impacts des services de banque à distance sur ces relations-là? D'accord. Ça permet déjà de désengorger le guichet. Voilà, c'est ça. Parce que le guichet, quand il y a du monde, vous voyez, il peut avoir des frictions. Déjà, le client peut, depuis la maison, faire ses transactions. Le client n'a pas beaucoup de contact avec la banque, mais c'est un contact différent. C'est-à-dire que les opérations classiques, comme prendre rendez-vous, avoir des informations sur tel produit, sur tel service, ça fait que le client il est de plus en plus informé, il est mieux situé sa situation parce que déjà de la maison, il peut avoir la gestion de son compte, il peut établir des virements, faire des opérations, un virement à un tiers, un virement sur son compte d'épargne. Il peut aussi faire des opérations vis-à-vis des tiers. Voilà, donc ça fait que le paradigme est en train de changer. C'est vrai que nous avons affaire maintenant à des clients qui n'aiment pas trop se déplacer. Donc on a vu avec ces nouveaux outils-là. Donc la banque aussi se met à ce diapason-là. Donc ça fait que ce rapport sera de plus en plus... Mais ça n'exclut pas le contact humain. Le contact humain est quand même important pour venir à la banque, rencontrer son gestionnaire. Infiniment, Madame Amichia. Et quand on sait que généralement les lundis, les banquiers ne sont pas tout de suite au poste, c'est sûr qu'ils nous ont suivis et puis ils ont bien noté toutes les indications et recommandations qu'on a pu faire ici dans cette émission. Merci pour votre passage. Merci beaucoup. Merci à vous. Aussi, téléspectateurs, de nous avoir suivis depuis 6h25 déjà. Cette émission est terminée. On a pris beaucoup de plaisir d'être en votre compagnie. Et on vous retrouve donc demain pour un autre numéro. Coucou à Madame Amiens Zogbo. Désolé. Hein.